Ben, bonjour tout le monde. Salut Geneviève. Allô, Sylvain? Hey, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a 2 mois, on m'aurait dit: «Vous allez recevoir un chef». J'aurais fait: «OK, attends une minute, pourquoi?» Alors, sans plus tarder, on reçoit aujourd'hui donc Camilo Lapointe Nascimento. Biographie donc chef cuisinier, bien connu. On a pu te connaître à travers notamment l'émission Les Chefs. Tu l'as gagné, qu'on Oui, m'a dit. C'est bien ça. Tu as été récipiendaire aussi, je pense, d'une bourse. Tu as également participé à Top Chef Canada. Puis là, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent se demandent, en tout cas, ceux qui, comme moi, il y a 2 mois, ne te connaissaient pas, où on s'en va avec le podcast En terrain inconnu de Sport Aide avec un chef. Là, Geneviève, je vais te laisser mettre la table. Bien, moi, étant une ancienne athlète professionnelle, la restauration a sauvé ma vie. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai acheté un restaurant déjeuner-dîner à Phoenix. Puis quand je suis revenue à Montréal, j'ai continué en restauration et j'étais super surpris des parallèles entre une équipe professionnelle et une brigade de cuisine. Fait que dans une équipe cycliste, avant la course, avant le service en restauration, on se rencontre, le directeur sportif, les coureurs, le mécanicien, on parle de notre stratégie. La course se passe, stratégie explose, il y a plein d'affaires qui arrivent, il faut s'adapter, le on the fly, la communication est super importante. Puis après la course, on s'assoit tous ensemble, on regarde qu'est-ce qu'on a fait de bien, on regarde qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, qu'est-ce qu'il faut changer pour le lendemain. Et c'est la même chose en cuisine. La communication super importante avant le service, quand tu le sais là, que tu as 2 services pleins et que l'exécution doit être à 100%, on est tous un peu nerveux. Ouais. On sait là, que tout doit être super bien exécuté, l'exécution est importante. La soirée arrive, tu as plein de clients qui... Bien, pas plein de clients parce que dans un bon restaurant, ils ne renvoient pas leur assiette, mais tu as tout le temps quelque chose qui se passe. Le lave-vaisselle brise, le plongeur rentre pas. Fait que là, tu gères cette pression-là comme dans ta course, puis après ça, après ton service, ben là, tu ramènes ton équipe, on se parle, puis on change qu'est-ce qu'il faut changer pour demain, on regarde nos ingrédients, tout ça. Fait que tu es un super grand fan de cyclisme. On va parler de ton amour pour le BMX et je vois que tu as la même passion pour la cuisine, qu'on peut avoir dans le sport. Fait que moi, j'étais super intriguée. Je suis ta carrière, ça fait quand même un petit bout de temps. Fait que c'est pour ça que je t'ai proposé. Et de plus en plus, que sans te connaître vraiment, de qu'est-ce que j'apprends pour toi, je vois encore plus de parallèles. Tu pourrais prendre Camilo, le chef, et le mettre dans une équipe de sport. Et c'est la même intensité, là, tu sais. Ouais. Fait que tout ça, après mon petit monologue, on commence toujours le podcast avec, parce qu'il s'appelle En terrain inconnu, qu'est-ce qu'on connaît pas de toi? Oh, wow, OK. Bonne question. Bien, premièrement, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être ici. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de moi? Je pense que c'est peut-être mon côté plus empathique et, je dirais, bon vivant. Peut-être que des fois, je dégage une façade un peu plus sérieuse ou, comment dire, imposante. Mais je dirais que c'est peut-être ça. Au final, quand on me parle, je suis quand même quelqu'un qui aime, je veux dire, le métier de chef, c'est ça, c'est l'hospitalité, c'est les connexions humaines. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est peut-être ça. Ouais. Il faut Ouais. juste briser la glace, dans le fond. Puis après ça, quand tu le sais, tu le sais. Ouais, c'est ça, t'as un game face, mais quand on apprend à te connaître, Mais je que fais tu pas ouvres exprès, plus. Non, OK? c'est ça. Je fais pas exprès. Parle-nous donc de ton parcours professionnel là, pour quelqu'un comme moi qui ne te connaît pas. Là. Mhm. Parle-nous donc de ton parcours. Oui, avec plaisir. Dans le fond, tout a commencé avec mes ambitions plus jeunes de vouloir devenir réalisateur de films d'auteur. C'est ça que je voulais faire. OK. T'avais-tu un modèle? Oui, ben c'était assez Stanley classique. Kubrick, Ouais, je pense, ouais, exactement. c'est ça. Ouais. J'étais très, très accroché sur Stanley Kubrick. Je me rappelle avoir écouté, en tout cas, il en a fait des longs, là, des films assez étendus. Puis moi, j'étais fasciné. Je les écoutais de bord en bord. Puis j'essayais de comprendre. Puis je comprenais rien parce que je parlais pas vraiment bien anglais à cette époque-là, honnêtement. Et voilà, ça a commencé d'une passion pour le cinéma. Et j'avais besoin de financer mes projets, payer mes caméras, tout ça. Donc, j'ai commencé à travailler en restauration. C'était là que c'était facile de trouver une job à ce moment-là dans ma vie. Puis plus jeune, tu n'as pas vraiment d'expérience. Fait que commencer en tant que plongeur dans un restaurant, ça devient une option assez facile. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et avec le temps, je travaillais fort en restauration. J'essayais de construire mon portfolio pour avoir quelque chose d'intéressant à offrir, potentiellement avoir des entrées, que ce soit être assistant sur un tournage, tout ça. Mais il n'y a aucune porte qui s'est ouverte. J'ai jamais eu d'opportunité en cinéma.
Puis à force de se cogner la tête contre le mur, à un moment donné, tu te dis, bon, je vais prendre une autre direction. Donc, c'est là que j'ai décidé d'aller à 100% dans la cuisine. Et puis, il faut dire aussi que j'ai développé une passion pour la cuisine à travers tout ça. Ouais, quand tu étais plongeur, ça Non. devait pas être ta job de rêve, Non, là. non. On l'a tout fait de même. Je suis sûre qu'en tant que chef, tu le fais encore, là. Tu sais, qu'à un moment donné, il faut que tu fasses de la plonge. Il y a quelque chose qui va arriver, t'as les mains dans la plonge. Tu sais, c'est pas... C'est un passage important, la Oui, plonge. non, c'est ça. C'est important dans la carrière d'un chef parce qu'après ça, tu t'en rappelles à tout jamais, puis tu sais c'est quoi cette position-là. Et c'est important d'être empathique envers toutes les tâches dans une cuisine, surtout pour créer un aspect de communauté, de brigade soudée, c'est super important. Et donc, c'est ça qui est arrivé, c'est que je me suis dit, je vais me concentrer en cuisine. Il y avait beaucoup d'opportunités qui se présentaient à moi. Et j'ai fermé mon sac de caméras en me disant, je vais jamais y toucher, c'est fini. J'ai vendu mes caméras, tout ça. Fait que là, c'est à partir de là que je suis allé à l'école hôtelière. J'ai commencé à travailler dans des restaurants un peu plus acclamés en ville. Et il y a des opportunités de participer à des compétitions qui se sont présentées à moi parce que les gens pour qui je travaillais considéraient que j'avais un certain potentiel. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être le fun de tester un peu. Puis juste de me challenger, de sortir de ma zone de confort. Malgré le fait qu'à ce moment-là, je n'étais jamais confortable en cuisine. Tu es tout le temps dans l'apprentissage, donc je veux pas, tu te remets beaucoup en question. Et c'est dur d'avoir la confiance en cuisine en tant que jeune chef, surtout quand tu as des chefs qui t'encadrent de manière très, très stricte et rigide. Ouais. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc là, je pense que la bourse dont tu parlais, c'est ça. J'ai participé à la compétition Hawksworth Young Chef Scholarship, qui est un long titre, qui n'existe plus maintenant, malheureusement, qui était une belle compétition qui permettait aux jeunes chefs, canadiens de se montrer au public et de compétitionner. À chaque année, dans le fond, le but, c'était de célébrer le meilleur jeune chef au Canada pour cette année-là. Puis c'était pas télévisé, c'était vraiment... c'était dans le monde de la restauration. Il y avait comment dire, c'était bien vu, cette compétition-là. Tu gagnais ça, c'était comme, wow, Un accomplissement. quel accomplissement, exactement. Puis pour nous expliquer, tu sais, bon, moi, j'ai regardé là, Iron Chef, tu sais, ces affaires-là, il y a très longtemps. Mais en quoi le Hawksworth était différent? C'était plus technique? Absolument, oui. C'est que c'est plus technique du point de vue qu'ils veulent sentir toutes les méthodes derrière comment tu es arrivé au plat final. Il y a un juge qui est dans la cuisine durant la compétition qui regarde chacun de tes gestes. Est-ce qu'il fait des contaminations croisées? Est-ce qu'il manipule tel aliment de telle façon? Y a-t-il nettoyé son poste après avoir fait la boucherie? Tu sais, comme plein de trucs techniques importants à respecter dans une cuisine. Puis après ça, toute la partie goûter, c'est tout fait à l'aveugle. Puis c'est une liste de critères énormes. Puis eux, c'est comme une grille de points. Donc, c'est fait en 2 parties. Mettons que c'est super bon, mais que tu t'es planté puis tu as fait des contaminations croisées en cuisine, bien, ça passe pas bien. Donc, les 2 sont importants d'être vraiment solides. C'est pour ça que c'est important de se pratiquer parce que chaque mouvement doit être calculé. Tu dois vraiment comme faire attention à chacune des étapes. Tu peux pas aller vite, garocher quelque chose à droite, puis passer à la prochaine étape. Il faut même les vidanges à la fin pour voir si tu as fait trop de pertes. Oh, ouais. OK. Quand tu développes ton intérêt pour la cuisine, pour la restauration, est-ce que déjà dans ta famille, il y avait des antécédents, des proches qui avaient ces intérêts-là? Bien, c'est sûr qu'il y a ma grand-mère qui cuisinait beaucoup. Elle a d'ailleurs étudié l'art de recevoir. Là. On était à une autre époque, là, mais c'est ça qu'elle a étudié à l'école. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu là, de cette époque-là, mais il y avait il y avait des cours qui préparaient les jeunes femmes à être comme une femme au foyer pour les docteurs, des affaires comme ça. Puis ma grand-mère, c'est ce qu'elle a fait, dans le fond. Donc, elle avait ce sens-là, vraiment d'accueillir, de recevoir, de cuisiner des énormes tablés. Puis maintenant que j'y repense, elle renait un restaurant à elle seule, pour de vrai. Là. Genre, à Noël, tu la voyais pendant 4 jours en mise en place. Puis là, c'était le réveillon, puis des énormes tables. Puis elle n'arrêtait pas. Là. C'est elle qui ramassait, elle faisait tout.
C'était impossible de l'arrêter. Mhm. Tu vas lui donner un coup de main, elle voulait pas. Tu voulais l'arrêter, elle voulait pas. Elle était hôtesse, vraiment. Je pense qu'elle avait juste un plaisir énorme dans tout ce qui avait rapport avec l'hospitalité. Fait que c'est sûr que moi, indirectement, maintenant, je le sais, là, c'est clairement venu s'imprégner en moi. Donc, ça vient pas mal de ma grand-mère, je dirais. Puis mon grand-père aussi, qui est quand même... il est plus, c'est plus le classique pêcheur qui fait son saumon fumé. Ok. Voilà. Est-ce qu'ils vivent encore, tes grands-parents? Oui. Quand tu étais jeune, tu avais une passion pour le BMX. Là, maintenant, tu fais beaucoup de vélo. Comment tu es tombé dans le BMX et quelle place que ça l'a pris pour toi dans ta jeunesse, le sport? Ouais, le BMX, en fait, c'est un ami un jour qui est arrivé à l'école avec un BMX. Puis là, moi, j'étais comme, wow, c'est vraiment cool ça. Puis là, il me montrait des vidéos sur YouTube, les gars à New York qui faisaient des trucs. Puis là, j'étais comme, OK, attends une seconde, là, j'ai envie d'essayer. Moi aussi, je veux en faire. Et avant le BMX, il faut dire, j'avais fait un peu de vélo de descente. OK. Fait que j'allais à Bromont faire du vélo de montagne. Sauf que le truc, c'est que j'avais pas de permis de conduire. J'étais encore jeune. Veux pas, c'est ma mère qui m'amenait à Bromont à tous les week-ends. C'était quand même compliqué. Puis le BMX, c'était juste, j'avais le vélo, je sortais de la maison, puis je pouvais aller faire ce que je voulais. Il y avait comme un grand côté de liberté qui venait avec le BMX. Donc, c'est à travers cet ami-là, on a commencé à en faire ensemble, à apprendre des trucs. Puis, j'ai toujours voulu faire un sport extrême, soit du skate ou du patin, des affaires de même. Mais on dirait que j'ai jamais développé de talent dans ces sports-là. J'étais comme jamais capable d'aller plus loin. Mais le BMX, par contre, j'ai été capable d'aller plus loin. Fait que c'est là que ça a comme accroché. Et après ça, plutôt que de passer mes étés à chiller dans le parc, qui était une activité très, très populaire à ce moment-là, je préférais aller faire du BMX avec mes amis. Puis cette espèce de sens, justement, de la découverte, de liberté, d'avoir juste comme un petit vélo que tu contrôles quasiment comme une extension de ton corps. Mhm. Tu veux sauter sur le trottoir, tu sautes. Tu peux faire ce que tu veux. Tu veux rouler sur un mur, tu peux. Je te vois parler, gesticuler. Quelle place ça occupait dans ta vie, le sport, quand tu étais jeune? Ouais, c'était important. OK. C'était vraiment important. Ouais. Ça a toujours été une façon de juste m'exprimer, puis d'avoir une espèce de concept de solitude aussi, parce que veux pas, c'est tous des sports que tu n'as pas besoin d'être en équipe pour le faire. Tu peux juste le faire par toi-même. Je jouais au hockey plus jeune, puis c'est limitant à un moment donné. Tu peux pratiquer tout seul, mais le vrai plaisir de ce sport-là, c'est de jouer contre une équipe et d'aller scorer un but. Mais là, le BMX ou le cyclisme, peu importe, c'est des sports que tu pratiques tout seul ou tu peux le faire en équipe, bien sûr, mais à la base, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour le faire. Donc, il y avait ce côté-là, je pense, que j'aimais beaucoup. Le fait d'être vraiment libre, indépendant, puis d'être capable d'aller chercher un peu de solitude aussi dans tout ça. Ouais, ça m'a vraiment... ça m'a aidé, ça m'a groundé, je dirais. Tu as pratiqué à peu près jusqu'à quel âge? C'était ton obsession jusqu'à quand, là? Jusqu'à temps que ça commence à devenir très sérieux en restauration. OK. À partir de ce moment-là, j'avais comme plus l'opportunité de me blesser. Fallait que je passe des longues heures debout. Je tiens à préciser, il y a plusieurs disciplines du BMX. Moi, ce que je faisais, c'était vraiment... on allait au centre-ville, tu sais, puis on sautait sur des obstacles qui n'étaient pas supposés faire ça. C'est pas juste du BMX de piste. Là, tu sais, c'est vraiment plus comme... C'était pas du pump track. C'était Non, plus c'est des ça. trucs. Exact. C'était plus des trucs, faire des 360 en sautant en bas des marches, des affaires comme ça. Et quand tu dis quand la restauration est devenue plus sérieuse, on recule de combien d'années? Je devais avoir genre 20 ans. OK. Quand j'ai OK. commencé. Autour de 20 ans, j'ai vraiment ralenti sur le BMX. Parce que j'avais plus le temps, puis je pouvais plus me blesser. C'était vraiment ça la grosse partie de pourquoi j'ai arrêté, là. Mais j'ai continué à en faire ici et là. C'est fou parce que tu perds pas tant tes réflexes, hein. Cet hiver, je suis allé au TAS quelques fois encore. OK. Le TAS qui est le gros skatepark à Montréal, intérieur. Ouais. Fait que c'est encore moi, mais je fais attention. Comme là, je me suis blessé cet hiver, puis je dirais que ça m'a rappelé pourquoi j'avais arrêté. Oui, c'est ça. Ouais. Et ta transition sur... Là, tu fais vraiment beaucoup de vélo de route, un vélo de gravel. Tu sais, j'imagine comme moi, maintenant, j'utilise le vélo, j'en fais presquement exclusivement seule. Je pense à tout ce que je vais accomplir dans ma vie. J'utilise l'entraînement pour, tu sais, comme penser à mes choses, trouver des solutions.
Où est-ce c'est quand le moment tournant que là, t'as switché au vélo de route? Puis comment ça s'est passé, ça, dans ta carrière? Ça s'est passé, je savais que ça allait venir éventuellement. Je savais juste pas quand. Mais dans ma tête, je me suis toujours dit, il faut que je continue à faire du vélo, peu importe c'est quelle forme. Puis le vélo de route, ça m'a toujours intéressé, mais je savais pas comment rentrer dans ce domaine-là ou comment rentrer dans ce monde-là. C'est un peu intimidant C'est aussi au intimidant début. d'un œil extérieur quand t'as pas vraiment d'amis qui en font. Puis éventuellement, j'ai rencontré un gars qui, lui, en fait beaucoup, puis il m'a dit, man, faut que t'en fasses. Viens avec moi, faut que tu comprennes. Euh, Puis il a quand même été honnête. Il a dit, il faut que tu te donnes plus que 3 mois pour aimer ça. Là, je fais comme, OK, plus que 3 mois, c'est bon, je vais me donner plus que 3 mois. Puis moi, je pense que ça m'a pris 6 mois à vraiment aimer ça. Parce qu'au début, tout est inconfortable, tout est. Un petit monde qui a mis la hood, puis c'était comme, my God, pourquoi je fais ça? C'est donc ben nul. Là, à un moment donné, tu commences à prendre du rythme et à comprendre comment te positionner, comment utiliser ton vélo. Puis là, ça devient le fun. Mais il y a comme une grosse période d'adaptation parce que c'est absolument horrible, le vélo de route. Bon, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, au début, c'était ça. J'imagine que toi, tu as commencé Ouais. plus jeune, fait que peut-être tu l'as pas ressenti. Mais moi, j'ai eu une pause, en fait, quand j'ai pris ma retraite en 2005. Là, j'ai pris 15 ans où est-ce que j'ai bu du vin. Là, Ah, là j'ai fait le party, la restauration. OK. Quand j'ai repris le vélo, Camilo, là, j'ai jamais rushé de même de ma vie. Fait que je pense que je suis capable de comprendre qu'est-ce que tu parles, là, mais my God, je montais à Camille justement, puis t'as tellement chaud, là, ta Ouais. face est rouge, t'avances à 6 km/h, puis tu te dis, oublie ça, c'est Mhm. plate. Je me fais chier. Là. Ouais. Mais rapidement, une fois que tu commences à comprendre comment ton corps se comporte aussi, parce qu'il y a toute une affaire de gestion de la nutrition, Mm. de l'hydratation, puis tu te rends compte que c'est une façon ultra immersive de connecter avec ton corps, parce que tout ce que tu donnes à ton corps durant cet effort-là, qui peut être étiré sur... Là, j'ai déjà fait des 12 heures de vélo d'affilée. Chaque chose que tu fais, ton corps répond. Tu sais, tu manges un jujube, tu le sens. Tu bois de l'eau, tu le sens. C'est comme une connexion vraiment genre, je ne peux pas dire intime, mais c'est comme, tu es vraiment alerte à ce que ton corps ressent. Je pense que c'est peut-être une des parties pourquoi certaines personnes adorent vraiment le sport d'endurance. C'est justement cette connexion quasiment comme méditatif. Puis le côté exploration du vélo de route, c'est vraiment là où est-ce que j'ai renoué avec le côté du BMX que j'aimais beaucoup. Que c'était, on se promène en ville, on va trouver la prochaine, le prochain set de marche où est-ce qu'on peut aller faire un truc dessus. Mais là, c'est juste, j'enlève le truc, mais je me déplace quand même. Right? Fait qu'il y a cet aspect-là vraiment agréable de la découverte, de l'aventure, que j'ai comme reconnecté énormément avec ça. Puis à partir de là, c'était comme euh, une recette pour tomber complètement en amour avec le sport, je dirais. Quand on sait comment la restauration peut être accaparante, comment tu réussis à rester actif? Puis pourquoi c'est important pour toi de rester actif? Mhm. Parce que tu aurais les meilleures raisons du monde pour pas avoir le temps, là. Ouais, 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 ouais. c'est physique, là. Tu es dans une cuisine, tu es sur tes pieds plus que 12 heures par jour. Là. Tu pourrais bien te dire, ah ben ça, c'est mon workout, tu sais. Je pense que ce qui arrive, puis je veux rien enlever à mes confrères en restauration, mais je pense que ce qui arrive, c'est qu'un restaurant, je le mets comme ça, c'est la porte d'entrée dans le donjon du vice. Tu peux pas mal tout faire dans un restaurant, puis ça va être accepté. En termes de consommation, je parle, là, tant aussi longtemps que tu fais ta job. Right? Fait que tu peux arriver complètement scrap la veille, mais si tu fais ta job comme du monde, ben, tu vas quasiment devenir comme un héros de genre, hey, ce gars-là, c'est scrap, mais en plus, il travaille fort. Wow! Tu sais, genre, tu deviens comme une légende. Tu sais, tu peux tomber alcoolique, tu peux décider de vraiment mal t'alimenter constamment dans un restaurant, toujours manger des trucs gras, puis de prendre du poids. Tu peux tout faire dans un restaurant, puis tant aussi longtemps que tu fais ta job, il n'y a personne qui va te remettre en question, right? Euh, Fait que c'est facile de tomber dans ces habitudes-là. Et moi, j'ai eu la chance, au début de ma carrière, d'avoir des mentors qui, eux, avaient décidé de faire un virage vers la santé physique, puis de sortir de cet univers-là. Fait que là, j'arrive, jeune chef, puis je travaille pour un chef qui a 40, je pense, qui avait 40 à l'époque, peut-être fin trentaine.
puis il a 5 fois plus d'énergie que moi. Il est alerte, il est capable de tenir debout, il n'a jamais mal au dos, il n'a jamais mal nulle part. Il court des marathons. Puis là, moi, je suis là, j'en ai 18, puis j'ai mal partout, puis je chiale, puis je suis pas en forme. Fait que c'est sûr que quand tu vois ça, tu te dis, my God, la longévité dans le métier, elle existe. Il faut juste trouver une balance. Fait que c'est, pour répondre à la question, c'est plus une question de mentalité, de volonté, je dirais. C'est de se dire, j'embarque pas dans le vice, puis je prends soin de moi-même. Puis quand tu fais cette distinction-là, finalement, le métier de chef, c'est un métier comme les autres. Tu te rends compte que tu arrives, tu es capable de gérer ton stress parce que tu n'as pas comme un nuage gris qui est autour de toi, T'es sharp dans ta Ouais. tête. t'es sharp là. dans ta tête, exact. Est-ce que ça t'aide même à être plus performant dans Oui, dans ta totalement. carrière en restauration? C'est un métier physique, tu es debout. C'est comme j'ai un ami qui travaille en charpenterie, il fait du yoga. Puis c'est comme eux, ils travaillent des gros chantiers, mais ils sont une petite équipe. Ils sont genre 4, puis ils font tout. Mhm. Ils sont ultra bons. Là. Ça, sont les tops des tops. Puis ils travaillent super fort, mais à l'extérieur du travail, ils prennent tout soin d'eux pour être sûr d'arriver sur le chantier puis d'être en forme, ready to attack la journée. Puis moi, je le traite de la même façon en restauration. Faire attention à son corps pour non seulement avoir la longévité dans le métier, mais aussi pour performer comme si c'était game day à tous les jours. Mhm. Surtout dans des situations comme dans les restaurants gastronomiques où j'ai travaillé comme le Mousseau, où est-ce que tu peux pas prendre pour acquis qui est assis à table cette soirée-là. Le concept du VIP n'existait pas vraiment là-bas. Tout le monde est VIP, en fait, c'est ça. Et on ne le sait jamais. Peut-être que oui, tu as la critique qui vient écrire un texte à la presse qui est là cette soirée-là, mais peut-être que 3 tables plus loin, tu as un couple que ça fait 5 mois qui économise pour vivre cette expérience-là. Fait que Ouais. tu peux pas prendre ça pour acquis, tu le Non. sais pas, right? Mais ça se peut que ce soit ça la situation. Et c'est important de leur donner ton maximum parce qu'eux, ils ont attendu ce moment-là, ils ont décidé de mettre leurs économies pour passer ce moment-là à table dans le restaurant. Donc, pour moi, ça a toujours été une vision globale, right? C'est d'être en santé pour mieux performer au travail. Puis à partir du moment que je l'ai vu comme ça, j'ai aussi assimilé vraiment plus rapidement l'information qu'on me donnait. Tu sais, je suis devenu comme une éponge de techniques, de connaissances en cuisine. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je ne vais pas le dire comme ça, mais admettons, quand j'ai commencé en cuisine, on me disait il faut au moins que tu aies 10 ans d'expérience en cuisine pour commencer à dire que tu es un chef. Mhm. Et moi, en très peu de temps, j'ai comme vraiment absorbé beaucoup d'informations, puis je me suis senti confortable à me Plus dire, rapidement. genre, je vais aller faire des compétitions, puis obtenir ce titre de chef. Tu sais. Ben, en fait, j'ai plusieurs questions, là, mais je vais commencer avec une. Pourquoi tu penses, on voit ça aussi dans le sport souvent, il va y avoir une situation malsaine qui se passe, mais l'athlète a du succès, fait qu'on regarde pas. On décide de rien dire, tu sais, on se dit, ah, ben finalement, oui, peut-être qu'elle se fait frapper, mais elle gagne, fait qu'on va laisser ça comme ça. C'est un petit peu la même chose en restauration, tu sais. Tu parlais de ça se peut que le chef soit complètement défoncé à tous les jours, mais s'il sort ses assiettes, son nickel, le restaurant du succès, on va faire comme, on y en parlera pas de son problème de consommation. Pourquoi tu penses qu'on laisse ça aller puis qu'on n'essaye pas d'aller, je sais pas, au moins d'ouvrir la discussion avec la Ouais. personne? Tu peux pas tordre le bras à personne dans des situations comme ça. Ça va jamais se passer si cette personne-là n'a pas la volonté en elle. Fait que pour moi, ça a toujours été une affaire de donner l'exemple, d'en parler, puis de le faire dans le positivisme. Puis à un moment donné, ça fait en sorte que les gens ils viennent vers toi pour te dire « Hey, tu sais quoi, j'ai commencé à faire tel exercice, j'ai senti telle chose ici, qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis là, étrangement, dans mon cercle d'amis de la restauration, je suis devenu un peu comme le point de repère du gars qui fait du sport. Fait que les gens avaient envie de me confier, m'envoyer des photos de progrès, des trucs comme ça. Puis pour moi, ça, c'est comme la façon que je dirais qui est plus Ben, c'est sain. sain, Tu montres par ton exemple. exact. Là, ouais. Que d'être comme tu sais, peut-être que ça marche pas. Puis là, la confrontation, des fois, ça fait le contraire. Ça fait le contraire. Plus souvent qu'autrement. Ouais. Donc, mais des fois, c'est important aussi. Hein. Je dis pas que j'ai j'ai la réponse à toutes les questions. Mais de mon côté, c'est de juste de montrer l'exemple, mais de pas forcer personne.
Non, c'est Ouais. sûr, ça sert à rien. Comment tu fais pour garder un équilibre, puis que ce soit sain, tout ça? Parce que les 2 environnements sont exigeants, là. Mhm. Y a-tu Ben, des fois que tu te retrouves ouais, désolée de te couper, là, mais y a-tu des fois que tu te retrouves comme fatigué au maximum puis que là, tu as besoin d'un reset ou ben, c'est sûr que si tu finis ton shift au restaurant puis que tu te dis, je m'en vais me coucher parce que j'ai envie de me lever demain pour être en forme, potentiellement aller faire du vélo avant le travail, tu sais, je veux dire, tant aussi longtemps que tu récupères, tu creuses pas vraiment un trou, là, tu sais, c'est plus une question de gestion du temps, de la récupération. Euh, Puis il y a des semaines aussi que j'ai pas le temps d'en faire, là, puis c'est correct. Moi, je dis ça, Tu c'est sens facile bien à dire, là-dedans? là, mais Ouais. des fois, c'est sûr que mon cerveau, il roule, puis ouais, ouais, ouais. j'ai hâte de retrouver le sport que j'aime. Mais ça fait partie de la vie. Des fois, il y a des moments où ce que tu peux pas. Je pense que l'année dernière, j'ai été vraiment emprisonné par le côté élitiste du cyclisme, puis j'ai vraiment voulu être bon. Je me suis mis des gros défis. Euh, Finalement, je me suis planté, ça n'a pas fonctionné. Emprisonné? Ouais, quasiment Ouais. ouais, emprisonné par ça. J'aimerais ça que tu ailles plus loin tu là-dedans, moi. ouais, tu mettais de la pression pour être bon? Ouais, ouais, je m'étais dit que. Fait que dans le fond, je voulais participer à la Race Across Québec. Je sais pas si ça dit quelque Mhm. chose. Puis, c'était comme Mais un tu l'as fait, parcours. non? Je l'ai fait, mais j'ai pas fini la course. Malheureusement, je suis tombé malade, genre grosse fièvre la semaine de l'événement. Puis, j'ai décidé de prendre le départ quand même, ce qui était j'ai. Ouais, peut-être pas ta meilleure décision. C'était l'expérience la plus psychédélique de ma vie. Genre, on a commencé dans la nuit, puis j'étais fiévreux, genre. C'était tellement bizarre. En tout cas, et j'ai travaillé très fort pour bâtir mon fitness pour l'événement. Je me suis même isolé. Je me suis dit, je vais faire du vélo tout seul parce que je vais être seul pour la course. Je vais pas aller faire du vélo avec des amis. Je vais. Finalement, pour rien. Puis là, je me suis un peu rendu compte, hey man, wow, calme-toi, là. Tu sais, à la base, c'est un échappatoire, puis là, c'est en train de t'emprisonner. Donc là, j'ai vraiment retiré toute cette partie-là du sport de mon côté. J'ai décidé d'arrêter de compétitionner, ou du moins, si je fais des événements, vraiment plus le faire pour le plaisir. De mettre des buts, mais de ne pas rentrer dans l'extrême de la performance, right? Euh, Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne que j'impressionnais, c'était moi-même. Tu sais. Mhm. Le fait que tu sois très, très connu, est-ce que ça a eu un impact là-dedans, le fait que tu sois très public? Oh non, parce que la majorité du Il y en monde. a qui s'imposent ça justement pour des raisons comme celle-là, mais Mais je peux comprendre ton point de vue, mais c'est juste. Je dirais que le cycliste, dans mon image de marque, là, je vais le mettre comme ça, c'est peut-être genre 5 là. OK. C'est pas. Les gens me connaissent pour la cuisine. Je sais même pas si des fois je tanne le monde avec le cycliste. Tu sais. Peut-être qu'ils sont comme, hey, je suis pas sûr de C'est ton voir ça. jardin Tu à sais. toi, Moi, ça. donc, c'est ça. C'est moi-même. Là. Je me suis créé un espèce de petite prison en or dans ma tête pour aucune raison. Mais moi, j'ai une autre question aussi concernant la performance. Tu as eu, puis le succès, tu as eu du succès, tu étais super jeune. Tu sais, après avoir gagné là, le Hawksworth, après l'émission Les Chefs, est-ce que, ben, on n'est jamais préparé au succès qui nous arrive. Comment est-ce que tu as géré ça après? Est-ce que tu sens maintenant que dans l'œil du public, tu as une certaine demande de performance, sans y penser, là, sans te dire, OK, je m'appelle Camilo ou moi, je m'appelle Jen, puis tu sais, comme il faut que je fasse X. Mhm. Est-ce que tu trouves qu'avoir du succès à un si jeune âge qui est arrivé pas out of nowhere, là, parce que tu avais déjà beaucoup de trucs, d'expérience à ton bagage, comment tu vis ça maintenant? Ah, j'ai jamais perdu. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. J'ai toujours. Il y a une mentalité. Je sais pas comment bien le dire en français, mais il y a un dicton que j'aime beaucoup dire, c'est What got you here won't get you there. Ça veut dire de ne pas s'asseoir sur ses médailles. C'est de tout le temps. OK, ça, c'est un milestone, c'est le fun. C'est une reconnaissance. Maintenant, comment est-ce que je peux prendre ça puis aller ailleurs? Puis de jamais habiter dans ton succès d'il y a 10 ans, right? Les chefs, c'était le fun, on m'a beaucoup connu pour ça, mais
je veux pas me présenter maintenant, quelques années plus tard, puis être comme Salut Camilo des chefs, j'ai gagné, ça va. Tu sais, pour moi, c'est important d'aller plus loin. Ça a été une façon de me présenter au public qui était vraiment super intéressante. Puis ça a été une belle expérience et surtout aussi une belle façon de m'aider financièrement parce que je veux pas, ça vient qu'il y a quand même un beau montant d'argent. Mais je ne veux pas non plus passer ma vie à reposer sur cette expérience-là pour me créer des opportunités. Donc, je ne l'ai jamais vu comme une pression de devoir habiter dans ça. Tu sais, c'était plus, OK, maintenant, c'est quoi la prochaine chose? Ça a toujours été ça, la façon dont je l'ai vu. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à la question. Puis comment tu fais pour choisir tes prochains projets? Tu y vas avec qu'est-ce qui t'allume? Oui, la passion, dans le fond. La passion. Puis ça, c'est vraiment... Je sais qu'il y a peut-être du monde qui nous écoute, qui sont comme je suis pas passionné, je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Puis je sais que c'est pas facile pour certains d'avoir une vision claire de où est-ce qu'ils veulent aller. Mais moi, c'est de la misère à pas être passionné, je dirais. Genre, c'est facile pour moi de tomber dans quelque chose et d'être comme Oh my God. Parce que tu l'as trouvé. C'est ça aussi. Mais je te dirais que même à ce jour, ce serait facile d'en trouver une autre. Genre. OK. Je sais pas, quand je commence à aimer quelque chose, puis qu'il y a comme un élément déclencheur, comme là, à la maison, maintenant, j'ai des outils, right? J'avais pas d'outils avant, je bricolais pas. Là, ça devient une nouvelle passion. Puis là, je pense à comme, je pourrais peut-être faire ça, faire ci, tel outil fait ça. Mais ça n'a aucun rapport avec mon métier ou avec mes passions, mais c'est une nouvelle passion qui se développe, right? Donc, je pense que ça a toujours été dessus, mon instinct, ma passion. Puis, c'est dommage que j'ai pas comme une réponse plus générale, parce que c'est pas tout le monde qui sont passionnés par quelque chose, mais pour moi, ça a vraiment été ça. Tantôt, Geneviève évoquait le stress qui est relié aux cuisines, dans la restauration. Y a-tu des trucs, toi, comment tu gères ça, le stress dans une cuisine? Bien, le stress, ça va toujours faire partie de la... Je dirais que c'est même pas une question de gérer, c'est une question de comment L'apprivoiser. l'apprivoiser, OK. ouais. Parce qu'il fait toujours partie du moment. De notre vie. Ouais. Exactement. J'ai de la misère à croire. Pour vrai, je sais même pas si c'est vrai quand le monde dit. Tu sais, les gens qui parlent devant des foules, qui font du stand-up, peu importe, qui disent qu'ils sont pas stressés, j'ai de la misère à y croire. Je suis convaincu que tout le monde est stressé. C'est juste comment tu l'utilises pour, tu sais, à ton avantage. Ouais. Du côté de la restauration, moi, la façon dont j'ai toujours utilisé le stress, c'est pour aller chercher une énergie énorme. C'est une foudre, une intensité dans la façon dont je cuisine. C'est toujours comme ça que je l'ai vu. Genre, c'est fou, mais mon cerveau, il réfléchit beaucoup. Là. J'ai souvent bien des affaires dans la tête. Mais dans le feu de l'action, dans le stress, il y a juste une chose qui est importante, puis c'est ce qui se passe devant moi. That's it. Fait que c'est peut-être ça qui m'aide à gérer le stress, mais j'ai jamais vraiment réfléchi à comment je le faisais. Ça s'est juste naturellement placé vers ça. Et comme vraiment prendre le stress puis l'amener vers quelque chose d'intense. Dans un contexte de compétition comme les chefs dont on a parlé tantôt, est-ce que tu te souviens, parce que là, il doit y avoir du stress, là, veux pas, là, les images que j'ai, c'est que tout le monde court, puis on a l'impression que ça se termine toujours dans 5 secondes, puis qu'il va manquer quelque chose. Comment tu as géré ça? Puis là, ben, l'image publique aussi, les caméras qui sont là. Bien, j'imagine que tu ne l'as pas écouté. Non, je n'ai pas écouté. La plupart des gens comprendraient pourquoi j'ai dit l'intensité, je te dirais, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai transféré ce stress-là en intensité. Puis si jamais ça t'intrigue, tu vas voir quelques extraits. Tu vas peut-être comprendre pourquoi je dis ça. Mais en gros, j'ai un peu marqué l'imaginaire de certains parce que j'étais très vocal sur l'émission. Mettons, à cette époque-là, c'est Daniel qui faisait l'animation, qui était le coach. Puis à chaque fois qu'il disait quelque chose, ben moi, comme dans une cuisine traditionnelle, je répondais « oui, chef », mais avec beaucoup d'intensité. Puis je pense que c'était la première fois qu'il avait vu ça sur le plateau de tournage. Puis, en tout cas, ça... C'était quelque chose que tu faisais. Oh, je faisais ça au Mousseau, c'était quasiment qui peut crier le plus fort. Okay. C'était comme un esprit de brigade, c'était important, la communication, on est dans le feu de l'action. Mettons que je te dis « Hey, peux-tu me passer telle affaire? » On est dans le milieu du rush, puis que tu ne dis rien. Là, c'est comme, tu m'as entendu, tu vas me le passer. Fait en cuisine, la communication, c'est full important.
la communication directe surtout. Il n'y a pas besoin de passer par 400 phrases pour demander quelque chose. Passe-moi ça, oui. Fais ci, oui. C'est parce qu'on est dans le flux de l'action. On n'a pas le temps d'élaborer sur 15 phrases, là, right? Fait que moi, j'ai toujours été... Je viens de cette école-là. Tu dis oui, chef, tu avances, tu fonces. Puis là, quand je suis arrivé au Mousseau, c'était comme... C'était loud, là, tu sais. Donc, ben, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais Moi, je suis allée la quand musique, même. c'est du hip-hop. En cuisine, ça bouge. Fait que Cuisine ouverte, on a tout ouverte. accès, Ouais. on voit tout. Est-ce que le fait que tu, comme on parlait tantôt, tu sais, bon, en cyclisme, en sport d'endurance, tu connectes avec ton corps, tu sens que qu'est-ce que tu manges a c'est quoi le mot que je cherche là, a un effet direct sur ton corps. Est-ce que ça a changé la façon que tu cuisines? oui, ça définitivement, ça me fait beaucoup plus réfléchir au concept qu'en fait, quand tu apprends le métier de chef, il n'y a pas une seconde que tu penses à la nutrition. Tu penses juste à la saveur. Mais il n'y a pas un moment où est-ce que, à part, OK, tu as un peu plus de protéines dans le plat principal, mais tu ne penses pas nécessairement à qu'est-ce que chaque ingrédient a comme impact sur le corps humain. Ça, j'ai jamais réfléchi. Mais moi, ça, automatiquement, j'ai pas été capable de m'empêcher de constamment penser à ça. Puis à un moment donné, ça peut devenir quasiment étrange parce que tu développes genre des réflexes malsains avec certains aliments, comme je veux faire une vinaigrette, mais je veux pas mettre trop d'huile. Là, tu réfléchis comme ça, mais à la base, un restaurant, oui, il y a des restaurants santé, mais dans la plupart des restaurants où je travaillais, on était vraiment plus sur l'expérience gustative. Puis c'est normal d'être dans l'excès sur certains plats parce que c'est ça le plaisir de ce moment-là. Fait que des fois, c'était quasiment comme ça me nuisait un peu. À un moment donné, j'ai pas eu le choix de mettre un frein à cette espèce de concept-là, de rejoindre les deux. Sauf que, éventuellement, j'ai décidé de faire, hey, tu sais quoi, je pense qu'il y a beaucoup de techniques que j'ai appris en restauration plus classique que je pourrais essayer d'appliquer à une nutrition plus saine à la maison. Puis là, j'ai commencé à découvrir un univers que je connaissais pas, qui est honnêtement, qui me passionne énormément, mais qui est très étrange à positionner dans le milieu professionnel de la restauration, comme pas vraiment d'opportunités où est-ce que tu peux comme cuisiner de manière plus santé. Comme un peu de la nutrition de performance. Exact. Ouais. Puis c'est drôle parce que pendant un an, je voulais vraiment essayer de percer dans ce milieu-là parce qu'en Europe, c'est très populaire, là, des chefs qui... Ouais, t'aurais aimé ça suivre une équipe cycliste, hein, je pense. Ouais, c'est ça. J'avais écrit j'ai envoyé plein de codes email à un moment donné. Puis j'avais écrit à la nutritionniste de Jumbo Visma, la chef de nutrition. Puis elle m'a répondu. Fait que là, je suis comme, oh my God, ça va-tu fonctionner? Finalement, ça n'a pas fonctionné. En tout cas. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais encore si tu avais un appel puis tu te demandais? Ouais, ben oui, définitivement. J'aimerais ça, mais je pense que c'est tellement un milieu privé que j'ai l'impression que ça prend vraiment un candidat précis pour que tu te fasses accepter. Je ne sais pas trop comment ça marche. Mais... On revient à ce que tu disais précédemment. Là. Il y a des gens qui disent que manger santé, c'est plate. Mais c'est ça, c'est tout le contraire de ça. Moi, dans ma tête, c'est pas plate. Il y a plein de façons de manger santé puis que ça soit pas plate. Plein de techniques culinaires que c'est rare que les nutritionnistes ont un background de chef de 10 ans, right? Fait que moi, je trouve qu'il y a une belle collaboration à avoir entre les deux pour aller chercher cet équilibre-là. Et juste pas encore trouvé l'opportunité de joindre ces deux mondes-là. Je le fais moi pour moi, puis j'essaie de le véhiculer aussi dans mes vidéos que je fais sur YouTube ou sur ma page Instagram, mais je peux pas non plus prétendre être nutritionniste puis savoir tout, puis dire hey, ça, c'est l'aliment qui va changer ta vie. C'est pas ça mon plan. C'est plus voici des techniques qui peuvent prendre un plat qu'on reconnaît en tant que comme santé, puis qui peut le rendre plus agréable parce que tu as utilisé telle technique, telle façon de faire. Je vais aller n'importe où, là, mais c'est quoi ton plat préféré? Là? Le plat que tu aimes faire? OK, fait que c'est une bonne question. Ça va sembler étrange venant d'un chef, mais moi, j'aime les plats qui me fuel. Ce serait quoi le bon terme en... Qui te nourrissent, qui te donnent ouais. de l'énergie, ouais. J'apprécie énormément l'effet que ça me donne après. Ouais. Right? Donc, il y a une partie du plat que c'est comme la satisfaction de le manger maintenant, mais si je vais me sentir mal après, on dirait que dans ma tête, c'est les deux moments-là sont considérés dans ce que je vais considérer mon plat préféré. Parce que pour moi, la balance, elle
elle ne fonctionne pas si genre le plaisir gustatif est là, mais qu'après ça, c'est pas tu te sens pas bien, tu n'as pas d'énergie, mais j'ai pas beaucoup de plaisir. Fait que pas trop compliqué, honnêtement. Tu sais, des affaires plutôt simples. Ma blonde a fait genre un truc vraiment bon. C'est comme un bol de salade shredded. Fait qu'avec c'est comme la romaine émincée, avec genre plein de condiments par-dessus. Puis c'est full dynamique, léger. Tu peux mettre des croûtons, plein d'affaires, là, pour que ça soit vraiment genre beaucoup de volume, satisfaisant, frais et dynamique. C'est pas mal ça, mon plat préféré en ce moment, je dirais. Qu'est-ce que tu manges sur le bike? Fais-tu tes propres snacks ou tu vas avoir des jujubes, des goûts, des Cliff Bars? Selon mes recherches, la meilleure source de glucides que tu peux trouver pour pas cher, c'est le sucre blanc. Donc, moi, je dois avouer que c'est pas mal vers ça que je vais, des jujubes, des gros jujubes pas chers. Parce que ça peut commencer à coûter cher. Ouais, mais ouais, moi, je me suis rendu compte parce que j'ai fait la Badlands en Espagne en 2023, qui est une course exclusivement de gravel, 750 km. Puis, je me suis rendu compte que si je voulais m'entraîner mon système digestif à être capable de manger n'importe quoi, puis pas être, tu sais, là... mais là, on parle d'un autre effort physique. Mais pas juste manger du sucre. En Espagne, là, je veux dire, il n'y a rien, là. Tu arrives dans les petits villages, tu vas avoir un café d'ouvert, puis il faut que tu sois capable de manger et de digérer sur le vélo qu'est-ce que tu manges là. Puis je me suis rendu compte, pareil comme toi, je voulais pas dépenser des milliers de dollars à avoir, tu sais, tout le temps des goûts avec moi ou des sandwichs au fromage, ça marche super bien. Des Snickers, ça marche super bien. Fait que, tu sais, comme je me suis rendu compte que finalement, tu peux entraîner ton corps à digérer n'importe quoi en autant que tu aimes ça. Puis à un moment donné, là, quand tu manges juste du sucre, t'es tanné. Genre, ça rentre plus, là. Fait que un bon petit sandwich sur le vélo, là, c'était super bon. Dans les efforts comme ça, sur plusieurs heures, c'est important d'aller chercher la diversité, mais pour moi, des efforts de 2-3 heures, je suis capable de juste manger du sucre, puis le corps répond assez rapidement. C'est pas long que ça se transforme en énergie. Fait que pour moi, puis je fais aussi j'ai comme j'achète les mix que tu peux mettre dans tes bouteilles. Ouais. Moi, je fais mon mix moi-même. Fait que j'achète les poudres isolées, puis je les mixe ensemble. Comme tu achètes de la maltodextrine. Oui, moi, j'achète de la cyclodextrine. OK. Puis après ça, tu peux ajouter, tu peux juste aller à la pharmacie puis acheter des minéraux en capsule, puis juste les crush, c'est ça. les mettre à l'intérieur. Donc, je fais comme ça coûte vraiment moins cher. Ça coûte moins cher, puis tu peux mettre la saveur que tu veux dedans. Fait que là, si on regarde Camilo qui s'en vient, là, parle-nous de qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Je sais que là, tu es dans une période de transition. Tu as eu une couple de business qui ont super bien marché. Puis là, ben, tu te retrouves que tu peux vraiment décider quasiment de qu'est-ce que tu vas faire. Tu écris ton futur en ce moment, là. Fait que qu'est-ce qui t'allume en ce moment? Ce qui m'allume, c'est en ce moment mon gros projet de passion que j'aimerais beaucoup qu'il finisse par devenir mon métier, c'est ma chaîne YouTube, qui est une façon pour moi de... La meilleure façon dont je le décris, c'est que la restauration, ça peut coûter cher. Il y a eu des moments dans ma carrière où est-ce que cuisiner pour venir manger ma nourriture, ça coûtait très cher. Acheter un billet, c'était comme 200-300 $. Et évidemment, ça filtre les gens qui s'assoient autour de la table. Mes amis sont pas là, ma famille sont pas là. Mais en même temps, ça reste un honneur énorme qu'il y ait du monde qui a envie de payer ce montant-là. Puis je vais jamais cracher sur ça, jamais, jamais. Mais il y a une partie de moi qui se sentait comme si je m'étais perdu dans ma mission première, qui était de juste connecter avec un maximum de personnes, nourrir le monde, créer une communauté, que ça soit tout type de personnes qui soient capables de venir manger ma nourriture. Démocratiser un petit peu. Là. Exact. Puis la chaîne YouTube, c'est une façon pour moi d'accéder à ce but premier-là, puis de le faire. C'est gratuit, right? C'est sûr que tu ne manges pas la nourriture, mais je vais toujours donner une recette. Tu vas toujours pouvoir la faire à la maison, y goûter, prendre des conseils que j'ai donnés. Donc, pour moi, ce projet-là, il est vraiment cool parce que c'est une plateforme qui a permis aux créateurs de monétiser leur contenu puis de le rendre gratuit pour le public. Fait que c'est extraordinaire. Et au-delà de ça, c'est sûr que
j'ai envie d'avoir un restaurant parce que reste que j'ai les connaissances pour le faire. Donc là, c'est ça. Ça serait un mix entre la chaîne YouTube, le restaurant. Et selon moi, c'est comme les deux s'entraident énormément. Diriger ton restaurant, on a parlé de sport, d'équipe. Il y a des gens qui nous écoutent qui travaillent dans des entreprises, dans des équipes. Qualité de leader, qu'est-ce que tu as comme qualité de leader pour... Ouais, c'est une bonne question parce que quand on apprend à devenir chef, il n'y a personne qui t'apprend à devenir leader. Fait que ça, c'est souvent quelque chose que tu apprends durant, sur le tas, on va le dire comme ça. Et je pense que la chose que j'ai compris le plus dans mon apprentissage de leadership, c'est que chaque personne a besoin d'un leadership différent. Puis si tu essaies de forcer ton leadership sur quelqu'un qui n'est pas réceptif à ce leadership-là, tu ne vas jamais sortir le meilleur de cette personne-là. Puis dans un restaurant, c'est pas nécessairement facile à faire, mais des fois, il y a des personnes qui ils ont juste besoin d'être rassurés. Puis par cette façon de rassurer-là dans le leadership, soudainement, cette personne-là devient super confiante au travail et le meilleur de cette personne-là ressort. Et il y en a d'autres que c'est comme, moi, je veux que ça soit imposant. Je veux que tu me dises quoi faire, puis que ça soit clair, puis qu'on fonce ensemble. Puis de trouver le juste milieu entre tout ça, ça peut être difficile. Mais une fois que tu l'as trouvé, puis que c'est comme une famille, right? C'est pas tout le monde qui a la même personnalité, mais tout le monde s'aime à la fin de la journée. Puis quand tu es capable de trouver la balance dans tout ça et de donner l'opportunité à tout le monde de se sentir à l'aise, de dire ce qu'il pense quand c'est le bon moment, bien sûr, je pense que c'est là où est-ce que tu es capable d'aller chercher une équipe qui va foncer tout le monde ensemble dans la même direction. Selon moi, personne ne devrait se sentir stressé de venir au travail. Parce que tu ne vas jamais sortir le meilleur de toi-même. Il faut que tu sois comme « Oh yes, j'ai hâte d'attaquer la journée. Aujourd'hui, on fait ça. Ça va être le fun. Puis je le sais que je suis backé par mon équipe puis qu'on va le faire ensemble. » Right? Et pour moi, ça, c'est très important. Si tu es capable d'arriver à ça, d'adapter ton leadership comme ça à tout ton monde, ça veut dire que tu es doté d'une écoute, d'une intelligence émotionnelle aussi, là. Pour que tu sois capable de nommer ça. C'est pas tout le monde qui a dit juste son leadership aux individus. C'est une grande qualité. Écoute, j'ai pas dit que je le faisais bien non plus. Là. J'essaye. Pour moi, c'est important d'essayer de le faire parce que je l'ai vu dans le passé. Des leaderships qui sont trop intenses, Ouais, tu l'as vécu toi-même. Fonctionnent pas pour tout le monde. Puis quelqu'un de ultra talentueux, ça marchait pas du tout avec cette personne-là. Puis finalement, elle faisait juste... C'est comme si la personne n'était pas capable de se développer, puis elle est restée coincée sur comme un niveau. Puis à partir du moment qu'elle est partie travailler ailleurs, puis là, un différent style de leadership, boum, cette personne a explosé, en termes de qualité de chef. Fait que ça, c'est mon expérience en restauration. Après ça, dans le monde, admettons, du code, je ne sais pas si c'est applicable. Mais toi, tu réponds à quoi comme leadership? Est-ce que tu aimes te faire dire quoi faire? Je suis quand même ou... caméléon, je te dirais. J'ai aimé travailler dans des endroits full intense parce que c'était beaucoup de pression. Comme j'ai aimé aussi travailler dans des endroits où est-ce que c'était très complice. Tu avais un leadership, mais cette personne-là décidait de faire beaucoup confiance aux gens qui étaient en dessous, que cette personne-là leadait, dans le fond. Puis tout le monde mais pour moi, ça, dans mon parcours de chef, j'ai toujours aimé m'imprégner de la mentalité d'un chef. Je trouve que c'est une façon intéressante d'accéder à un maximum de ce que cette personne-là peut t'apprendre rapidement. Puis je sais même pas si c'est correct de le faire, mais ça m'a toujours bien servi. C'est de toujours dire « OK, j'embarque. » C'est ça, c'est ta mentalité. Ça, c'est le restaurant. Si moi, dans ma tête, il y a une façon meilleure de faire ce que tu me demandes de faire, je ne vais jamais te la proposer. Je vais juste dire oui, tout le temps. Je vais juste le faire. Et éventuellement, ça fait en sorte que ça crée une complicité parce que tu es ultra répondant à ce style-là d'individu. Puis tu crées une complicité qui éventuellement établit comme une facilité de communiquer certains points. Puis là, tu peux dire genre, hey, on pourrait peut-être essayer ça, ainsi de suite. Fait que j'ai toujours vraiment essayé de m'imprégner
d'un style de leadership. Je ne sais pas si ça a du sens, Oui, ce que ça je viens de fait dire. du Là, sens. Mais quand je t'entends dire ça, y a-tu quelqu'un, quelqu'une, quelque part, qui t'a servi de modèle? Il y en a eu plus. Chaque personne avec OK. qui j'ai travaillé, on fait une différence sur mon parcours, c'est sûr. Puis, à partir la première job que j'ai eue en tant que plongeur jusqu'à la dernière que j'ai eue, j'ai toujours utilisé cette mentalité-là. Et maintenant que tu es seul, que tu sais, là, que là, tu t'écris ton histoire, tu la prends où? Tu le prends où, ce mentorat-là? Est-ce que, bon, tu étudies d'autres chefs à l'international? Est-ce que t'es dans ton cercle proche? Tu as encore des amis en restauration? Ou tu prends des personnes qui sont dans un autre domaine? Parce que, tu sais, bon, cette énergie-là se transfère de domaine en domaine. Là, tu sais, ça peut être un athlète, ça peut être... où est-ce que tu vas chercher ça maintenant? Ou peut-être que tu n'en as pas pour l'instant, puis c'est correct, là, mais... Ouais, pour l'instant, j'en ai pas tant que ça, mais admettons, dans l'entreprise que j'essaie de démarrer en ce moment, ben, j'ai décidé de partir en affaires avec 2 autres chefs que j'apprécie énormément, qui ont tous les 2 des expériences différentes. Puis cette communication-là, entre nous 3 est très transparente. Il y a pas vraiment d'ego, fait que ça permet de «Ah, OK, toi, tu as fait ça comme ça. OK, cool, c'est intéressant, on pourrait peut-être essayer». Puis je pense que c'est important à un moment donné de juste retirer l'ego. Ouais. Puis ça Mhm. devient tout le monde devient un peu comme un mentor quand tu veux juste absorber des informations puis apprendre des erreurs d'autres ou de conseils d'autres. Tu sais, t'es pas. Je pense pas que c'est si important d'avoir genre un mentor précis à ce moment-là. Non, ça devient une autre boîte aussi. Puis, tu sais, Puis ça te limite. moi, je suis vraiment, vraiment fan de la plateforme YouTube. OK? On pourrait parler juste de ça pendant des heures. Et reste que ça aussi, c'est une source d'information énorme pour Ouais. moi. Tu sais, il y a tellement de belles chaînes qui font des reportages sur des restaurants partout dans le monde, qui ont des façons de fonctionner complètement différentes. Puis là, tu vois ça, puis t'es comme, oh my God, eux, ils font ça comme ça, c'est vraiment intéressant. Genre de trucs que j'aurais pas eu le choix de voyager, me rendre là-bas pour le comprendre. Puis là, soudainement, c'est gratuit, c'est une vidéo, genre, super bien expliquée, qui est chez moi, là, tu sais. Fait que pour moi, YouTube, c'est une partie, ça fait partie Mhm. de où est-ce que je vais chercher beaucoup d'inspiration et de mentorat, si je peux le mettre comme ça. Ouais. Tu viens de nommer quelque chose qui me surprend parce qu'à distance de l'externe, tu as parlé d'ego. Et j'ai tellement l'impression que c'est un milieu où c'est compétitif Mhm. et que l'ego, justement, prend beaucoup de place. Comment on fait dans des environnements comme ça pour être capable de retirer ou de mettre son ego de côté? Je pense que c'est à la base, il faut que tu partes en affaire avec des gens que tu le sais que c'est ça la première règle. L'ego passe pas à la porte. Mais ça, c'est pas facile, hein. Tu sais, après ça, à un moment donné, des fois, tu peux avoir des conflits. Je pense pas qu'il y a de recette secrète, mais de commencer par l'honnêteté, je pense que c'est peut-être la La meilleure façon. communication. La communication, mais tu sais, la communication, ça peut être aussi malhonnête. Fait que pour moi, vraiment, l'honnêteté, je pense que c'est la première chose, de se dire les vraies affaires. Puis de pas avoir peur de se les dire aussi. Parce que des fois, ça peut être comme, hey man, pour vrai, en ce moment, ce que tu fais, ça nous amène à rien. Ou genre, tu sais, quand j'avais Menu Extra, je vais toujours me rappeler d'un moment où c'était vraiment difficile là, comme moment. Puis, tu sais, on était vraiment fatigués, ça faisait longtemps qu'on travaillait. Puis, avec une brigade, puis j'ai comme véhiculé comment je me sentais à ce moment-là. Je l'ai dit à haute voix. Puis, c'était démoralisant. C'était pas le bon moment pour dire ça. Puis mon partner, il m'a comme pris à côté, il a fait genre, hey man, genre en ce moment, c'est toi le leader, genre, tu peux pas parler comme ça. Puis ça, je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit les vraies affaires à ce moment-là, puis ça m'a marqué, puis j'ai fait, c'est vrai, il a raison, genre. Tout le monde est fatigué, puis si tout le monde me regarde, moi, le leader, m'effondre, mais là, on a l'air de quoi, tu sais. Fait que je pense que c'est important, l'honnêteté. C'est peut-être la seule chose que j'ai à dire par rapport à ça. Tu sais, c'est d'être honnête les uns avec les autres, puis de se dire, on essaie de ne pas laisser l'ego rentrer dans la conversation. Mais ça reste que c'est pas facile, là. Des fois, tu sais, ça peut aller vite que. Oui, ça prend... La chaîne Ouais, débarque. ouais. Oui, oui. Geneviève l'a évoqué dans les dernières questions à quelques occasions. Tu es en train d'écrire les prochains chapitres. Puis on terminerait là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la rédaction des prochains chapitres? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ouais, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter souhaiter? à toi? Ah! Hey, la bonne humeur. Moi, c'est juste ça que. La passion. La passion, la bonne humeur.
Bon, à la fin de la journée, si on n'est pas heureux, ça sert à rien. Hein, on va se le dire, là. Si on fait quelque chose et on n'est pas heureux, pourquoi est-ce qu'on le fait? Fait que moi, j'ai toujours dit, si la vie m'amène à être itinérant puis je vais être heureux, mais ça va être ça. T'sais. Mais en ce moment, je suis très heureux dans ce que je fais. Puis je préfère définitivement ça, être heureux, la santé. Puis après ça, selon moi, le reste va suivre. Après ça, on allait souper. On mange quoi chez toi ce soir? Oh, bonne question. Là, il commence à faire chaud, ça serait sûrement des grillades. Sûrement des grillades avec genre des salades, des trucs vraiment frais, simples, bien balancés. Hey, merci Camilo. Très Je vais cool, laisser merci. Geneviève Ouais, merci à vous. Ben terminer. oui, je te souhaite de continuer à partager toutes les connaissances que tu as. Tu fais du bien à plein de monde. Ah, ben Je pense que ton amour pour le sport aussi, là, tu sais, rend la nutrition simple, pas plate. Puis tu es un super beau modèle pour le milieu de la restauration, qui est le j'apprécie. milieu le plus proche de mon cœur. Parce que, comme j'ai dit tantôt, ça a sauvé ma vie. Fait que je pense qu'il y a plein de monde qui vont être capables de te prendre comme un leader positif et peut-être continuer à travailler en restauration avec beaucoup plus de santé que qu'est-ce qu'on a vu. Je m'apprécie. Merci beaucoup, Merci. guys. Camilo, Ça fait merci. plaisir.